Elle était suspendue la tête en bas à un arbre, abandonnée à mourir au cœur de la forêt. Elle perdait déjà connaissance lorsque, de la forêt, surgit un énorme Mustang. Ce qu'il fit ensuite défia toutes les lois de la nature. Abonnez-vous et indiquez dans quel pays vous regardez cette vidéo. Au cœur des étendues sauvages du Wyoming, là où les gorges froides de la vallée de la Lune s'enfoncent dans la terre comme des cicatrices anciennes, la forêt vivait selon ses propres lois, indifférente aux espoirs humains. Les pins y dressaient leurs silhouettes sombres vers le ciel, semblables aux flèches noires d'une cathédrale oubliée, et le vent, glissant entre leurs aiguilles, portait une odeur de pierre humide, de résine et de solitude. Ici, le silence n'était jamais vide. Il observait, il jugeait, il attendait. Chaque pas pouvait être entendu, chaque erreur punie. La nature n'y faisait aucune promesse et n'accordait aucun pardon. Elle existait simplement, brute et honnête. C'est dans ce monde que Marin Harlow avait choisi de vivre. Lorsqu'on la voyait apparaître sur les sentiers escarpés ou le long des crêtes battues par le vent, elle semblait appartenir au paysage autant que les rochers usés et les arbres tordus par les hivers. Grande, sèche, les épaules droites malgré une fatigue ancienne, elle avançait avec une économie de gestes qui trahissait des années de discipline. Son visage était marqué, non par l'âge, mais par l'expérience. Un regard dur, attentif, où brûlait une vigilance constante, comme si elle s'attendait à chaque instant à ce que le monde se retourne contre elle. Elle ne souriait presque jamais, et quand elle le faisait, cela semblait être un réflexe oublié, maladroit, sans joie véritable. Pour les habitants des petites villes voisines, et même pour certains de ses collègues, Marin était une énigme. Elle parlait peu, accomplissait son travail sans chercher l'approbation de qui que ce soit, et disparaissait dès la fin de son service, retournant dans le silence de la forêt ou dans la petite cabane spartiate qu'elle occupait près de la station des Rangers. Elle ne participait pas aux conversations autour du café, ne racontait rien de son passé, ne posait pas de questions personnelles. Elle était là, efficace et distante, comme si elle avait dressé entre elle et le reste du monde une frontière invisible mais infranchissable. Avant d'être rangée du parc national de Wind River, Marin Harlow avait été soldate. Pas une simple recrue, mais une officier des forces spéciales de l'armée américaine. Pendant des années, elle avait opéré dans des régions montagneuses, où l'air était si rare qu'il brûlait les poumons, où chaque mouvement pouvait signifier la survie ou la mort. Elle avait commandé une unité de reconnaissance, des hommes et des femmes qu'elle connaissait mieux que sa propre famille, parce que sur le terrain, ils étaient tout ce qui comptait. Elle avait appris à lire les reliefs, à anticiper les embuscades, à prendre des décisions en une fraction de seconde. Elle avait appris surtout à ne jamais demander de l'aide, car dans certains endroits du monde, l'aide n'arrivait jamais. Puis il y avait eu ce jour, une mission qui devait être routinière, presque simple. Une infiltration discrète, un repérage rapide, un retrait avant l'aube. Marin se souvenait encore de la confiance silencieuse qu'elle avait ressentie en donnant les derniers ordres, persuadée que tout était sous contrôle. Mais quelqu'un avait parlé. Les informations avaient fuité. L'ennemi les attendait. L'embuscade avait été brutale, totale. Le ciel s'était déchiré sous le feu des armes. Les explosions avaient résonné entre les montagnes comme des coups de tonnerre, et les cris de ses soldats s'étaient mêlés au fracas du combat. Marin avait tiré, crié, tenté de reprendre le contrôle. Mais le chaos était trop dense, trop rapide. Un à un, ceux qui lui faisaient avoir confiance étaient tombés. Elle se souvenait de leur visage, de leur voix, de la certitude glaciale qui s'était installée en elle lorsqu'elle avait compris qu'elle ne pourrait pas tous les sauver. Elle avait survécu. Ce fait, plus que tout le reste, était devenu son fardeau. Chaque nuit, les images revenaient, le sol couvert de poussière et de sang, les regards éteints, le silence après la tempête. Elle avait quitté l'armée avec des décorations et des remerciements officiels, mais à l'intérieur, elle se sentait morte. Elle avait laissé une partie d'elle-même sur ce terrain étranger, avec son unité, et n'avait jamais réussi à la retrouver. La ville lui était devenue insupportable. Le bruit, les gens, les questions bien intentionnées mais creuses. Elle avait cherché un endroit où les règles étaient simples, où la mort n'était pas une abstraction, mais une conséquence directe des choix faits. La forêt s'était imposée comme une évidence. Elle ne mentait pas. Elle ne trahissait pas.
Elle ne promettait rien qu'elle ne puisse reprendre. Devenir ranger avait été moins une reconversion qu'une continuation. Patrouiller les sentiers, surveiller les zones interdites, secourir les randonneurs imprudents, affronter les braconniers armés, tout cela lui donnait un but clair, immédiat. Elle connaissait les dangers, savait comment les affronter, et surtout, elle pouvait être seule sans se sentir jugée. Ici, personne ne lui demandait de raconter son histoire. Elle faisait son travail avec une précision irréprochable. Les rapports étaient toujours complets, les patrouilles menées jusqu'au bout, même dans des conditions que d'autres évitaient. Sa réputation s'était rapidement imposée. Marin Harlow était fiable, inflexible et terriblement efficace. Mais elle restait à l'écart. Même lors des réunions obligatoires, elle se tenait légèrement en retrait, observant plus qu'elle ne parlait. Son supérieur, Garrett Reed, semblait au premier abord être l'opposé d'elle. Toujours souriant, poli, attentif aux procédures comme aux relations humaines, il avait cette capacité à mettre les gens à l'aise. Beaucoup l'appréciaient. Marin, elle, ressentait autre chose. Une impression vague, difficile à formuler, comme une fausse note dans une mélodie trop parfaite. Elle n'avait aucune preuve, aucune raison rationnelle de se méfier. Et pourtant, chaque fois qu'il la regardait un peu trop longtemps ou qu'il insistait sur un détail insignifiant, une tension sourde naissait en elle. Elle étouffait ce sentiment, le rangeait dans un coin de son esprit, persuadée qu'il s'agissait d'un reste de sa paranoïa de soldate. Un matin, après une patrouille nocturne particulièrement éprouvante, Marin rentra à la station avec les muscles douloureux et l'esprit encore engourdi par le froid. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle posa son sac, signe d'une fatigue profonde qu'elle refusait d'admettre. Dans la salle de repos, une simple feuille de papier l'attendait, posée bien en évidence. Il fallait vérifier le secteur de Raven Pass immédiatement. Ordre signé de Garrett Reed. Raven Pass était un tronçon isolé, difficile d'accès, où les communications passaient mal et où le terrain pouvait se révéler traître. En règle générale, on n'y envoyait jamais un ranger seul. Marin le savait. Elle relut la note, cherchant une explication, mais le ton était formel, sans appel. Elle n'était pas du genre à discuter les ordres. En préparant son équipement, elle consulta les cartes. C'est là que quelque chose clochait. Une carte récente, portant ce qui semblait être sa propre signature, présentait des modifications subtiles mais cruciales. Certains repères avaient disparu, des sentiers semblèrent déplacés et des marques rouges apparaissaient sans légende. Marin sortit une ancienne version, la compara minutieusement. Les différences étaient évidentes. Quelqu'un avait falsifié l'itinéraire. Son instinct lui criait de s'arrêter, de poser des questions, de demander des explications. Mais une autre voix, plus ancienne, plus dure, prenait le dessus. Le devoir. L'habitude d'avancer malgré le doute. Elle plia la carte, vérifia son arme, ajusta son sac et quitta la station. La route vers Raven Pass s'ouvrait devant elle, silencieuse et sombre, comme une promesse qu'elle n'aurait jamais dû accepter. Elle ne savait pas encore que ce choix allait l'entraîner bien plus loin que n'importe quelle mission passée, là où ni son entraînement, ni sa volonté ne suffiraient à la sauver seule. La route qui menait à Raven Pass se rétrécit peu à peu, comme si le monde lui-même hésitait à laisser quelqu'un pénétrer plus loin. Marin conduisait sans allumer la radio. Elle préférait entendre le bruit des pneus sur le gravier, le souffle du vent contre la carrosserie, et ce silence profond qui semblait s'épaissir au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans la vallée. À mesure que la station des Rangers disparaissait derrière les reliefs, une sensation familière, presque physique, s'installait en elle. Celle d'être entrée dans une zone où les règles ordinaires ne s'appliquaient plus. Elle connaissait ce sentiment depuis les montagnes de ses opérations passées. Ce n'était pas de la peur, pas exactement, mais une vigilance aiguë, une tension nerveuse qui transformait chaque détail en possible menace. Lorsque Marin quitta le véhicule et posa le pied sur le sol humide de la vallée, la première chose qui la frappa fut la qualité de la tâche. Elle n'était pas simplement silencieuse comme l'étaient parfois les forêts au petit matin. Elle était trop silencieuse. Aucun chant d'oiseaux, aucun froissement dans les buissons. Même le murmure de l'air semblait retenu, comme si la vallée de la lune avait suspendu son souffle. Le moche et les aiguilles d'épinettes formaient un tapis souple sous ses bottes, et cette douceur trompeuse donnait l'impression que tout pouvait s'effacer, que la terre pouvait avaler les traces et les secrets sans effort.
Elle avança en suivant la carte falsifiée, non pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce qu'elle voulait comprendre à quel point on cherchait à la guider. Ses yeux prenaient des repères invisibles pour quelqu'un d'autre, la forme des rochers, l'orientation des troncs, la manière dont la pente cassait ici et reprenait là. Elle se corrigeait sans cesse, mentalement, en comparant ce qu'elle voyait avec ce qu'elle savait. Le terrain, lui, ne mentait pas. Seuls les hommes le faisaient. Au bout d'un moment, elle distingua une zone ouverte entre les arbres. Le sol y était piétiné, comme si plusieurs personnes s'y étaient installées. Elle s'accroupit, observa, puis s'approcha avec prudence. Le campement était abandonné, mais sa présence était encore chaude. Des lambeaux de bâche pendaient entre deux branches, tirés à la va-vite. Des boîtes de conserve vides, des emballages froissés, du plastique, de la corde. Rien de tout cela n'avait sa place ici. Marin sentit une colère froide lui remonter dans la poitrine, celle qu'elle éprouvait toujours devant la saleté humaine, laissée dans un paysage qui, lui, n'avait rien demandé. Mais au-delà du simple désordre, d'autres indices se révélaient. Des traces de chaussures, nettes et récentes, marquaient la boue autour du camp. Elles ne ressemblaient pas à celles de randonneurs perdus ou de campeurs imprudents. Elles étaient trop lourdes, trop régulières. Et surtout, il y avait ces coupes fraîches sur des branches, des sections nettes, comme si l'on avait dégagé des passages. Marin tourna la tête et aperçut sur une souche voisine une entaille profonde, et à côté les marques caractéristiques d'une tronçonneuse. Une odeur légère d'essence flottait encore dans l'air, mêlée à celle de la résine. Déforestation illégale. Ce n'était pas un simple camp. C'était une base de travail, dissimulée, installée là pour exploiter la forêt à l'abri des regards. Elle sortit son téléphone de service, prit des photos sous plusieurs angles, s'assurant que les détails seraient visibles. Les traces au sol, les entailles, la souche, les déchets. Elle nota mentalement l'emplacement, puis fit quelques pas plus loin. Là, sur une zone où la mousse avait été écrasée, les empreintes se dirigeaient vers l'intérieur de la forêt. Marin hésita. Dans l'idéal, elle aurait dû appeler, demander du renfort, signaler qu'elle avait trouvé un camp. Mais la réception était faible, et le silence autour d'elle semblait se moquer de l'idée même de communication. Elle essaya malgré tout. Aucun signal stable. La radio grésilla, puis retomba dans un souffle blanc. Elle se redressa, serra la mâchoire. Elle était seule. Pourtant, s'arrêter ici, repartir sans comprendre, c'était laisser le crime continuer. Elle avança, consciente que chaque pas l'éloignait de la zone où elle aurait encore pu se sentir en relative sécurité. Le tapis d'aiguille étouffait ses mouvements, et elle eut la sensation que ses propres pas disparaissaient aussitôt derrière elle, comme si le chemin refusait d'être suivi. Après quelques dizaines de mètres, quelque chose changea. Elle ne sut pas dire quoi d'abord. Ce ne fut ni un bruit ni une vision, mais une modification subtile de l'air, une densité différente. Son instinct se crispa. Elle s'immobilisa, écouta. Rien. Pourtant, au fond d'elle, une certitude se formait. Elle n'était plus seule. Elle fit un pas, puis un autre, et tout se produisit si vite qu'elle n'eut pas le temps de réfléchir. Des silhouettes surgirent entre les troncs, non pas au hasard, mais avec une précision mécanique. 5 hommes, rapides, coordonnés, comme s'ils avaient répété. Marin eut à peine le temps de lever la main vers son arme qu'un choc violent frappa son poignet. L'arme glissa, tomba. Un autre coup, cette fois dans les côtes, la coupa dans son élan. Elle se retourna, tenta de frapper et de repousser l'attaque, mais ils étaient trop nombreux. L'un d'eux la saisit par derrière, l'autre la frappa avec la crosse d'un fusil au niveau de l'épaule, et la douleur explosa dans son corps. Les années d'entraînement revinrent comme un réflexe. Marin donna un coup de coude, atteignit un visage, entendit un grognement. Elle tenta de pivoter, de se dégager, de créer un espace. Pendant une seconde, elle y parvint. Ses mains cherchaient, ses yeux évaluaient, son esprit calculait. Mais le nombre était contre elle, et surtout, ils étaient à préparer. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Ils l'attendaient. Un coup de crosse sur le côté de la tête fit éclater la lumière derrière ses paupières. Le monde bascula. Elle eut l'impression que son crâne se fendant. Elle tenta de rester debout, mais ses genoux cédèrent. Des voix autour d'elle, des rires, des phrases qu'elle ne distingua pas clairement. Puis plus rien. Quand elle revint à elle, la réalité se présenta sous la forme d'un choc insensé. Le sang battant dans ses tempes,
la sensation que son cerveau allait éclater, et cette position impossible où le ciel était en bas et le sol en haut. Elle ouvrit les yeux et vit la forêt à l'envers. Elle était suspendue, la cheville serrée par une corde rugueuse, la jambe comprimée jusqu'à la douleur. La corde passait au-dessus d'une branche tordue, et son corps pendait dans le vide, lourd, impuissant. Ses mains cherchaient l'équilibre, mais ne trouvaient rien. Le sang affluait à sa tête. Chaque battement de cœur augmentait la pression, et la nausée se mêlait à la panique. Ils étaient là, en cercle, à la regarder comme on regarde une prise. Des hommes vêtus de vêtements de travail, certains avec des masques ou des foulards, d'autres le visage découvert. Ils avaient l'air de ceux qui passent leur journée à abattre des arbres. Mais leur manière de se tenir, l'assurance brutale de leurs gestes, disait autre chose. Un d'entre eux, plus grand, portait un masque qui lui cachait la moitié du visage. Sa voix, rauque, arriva jusqu'à elle, et même si elle ne saisissait pas chaque mot, elle comprit l'essentiel. Ils allaient la laisser ici, au soleil, au loup, à tout ce que la forêt pouvait offrir de pire. Ils n'avaient pas besoin de la tuer eux-mêmes. Le lieu s'en chargerait. Ils riaient. Les insultes semblaient flotter autour d'elle comme des insectes. Marin serra les dents. Elle tenta de se balancer, de saisir la corde, de remonter, mais son corps était trop lourd et l'afflux de sang rendait ses mouvements maladroits. Chaque tentative se soldait par une douleur plus intense dans sa cheville et un vertige qui obscurcissait sa vision. Puis ils partirent. Le bruit de leurs pas s'éloigna, d'abord distinct, puis étouffé, puis avalé par le tapis de mousse. Le dernier son fut un éclat de rire perdu entre les arbres, et ensuite, il n'y eut plus rien. Cette absence de bruit fut plus terrifiante encore que leur présence. Marin resta seul, suspendu dans l'air froid, à écouter le silence qui semblait se refermer sur elle. Le temps commença à se déformer. Elle ne savait pas combien de minutes passaient entre deux moments de conscience. Parfois, elle croyait entendre quelque chose, un craquement, un souffle, mais ce n'était peut-être que son propre sang. Sa gorge était sèche. Sa respiration devenait difficile, non pas parce qu'elle manquait d'air, mais parce que la position comprimait sa poitrine. Ses épaules brûlaient, sa tête pulsait. Elle tenta de se concentrer, de trouver une solution, comme elle l'avait fait tant de fois sur le terrain. Mais la forêt ici n'était pas une zone de combat qu'elle pouvait analyser. C'était un piège immobile, patient. Et à mesure que ses forces diminuaient, les souvenirs remontèrent, violents, intrusifs. Elle revit la montagne étrangère, la poussière, le ciel déchiré par le feu. Elle revit les visages de son unité, leurs regards au moment où ils avaient compris qu'ils ne sortiraient pas tous de là. Elle entendit leur voix, comme si elles murmuraient à son oreille. Elle sentit la même impuissance, la même solitude absolue. Elle avait survécu une fois. Et maintenant, la vie semblait lui demander de revivre cette survie jusqu'au bout, de l'endurer une seconde fois, sans armes, sans alliés, sans choix. Elle se surprit à penser, avec une clarté glacée, qu'elle allait mourir ici. Pas dans un acte héroïque, pas dans un combat digne, mais suspendue à une corde, oubliée comme un avertissement silencieux. L'ironie la frappa, amère. Après tout ce qu'elle avait affronté, après des années de discipline et de refus de la faiblesse, elle se retrouvait réduite à un corps qui pend. La lumière changeait à travers les branches. Elle devinait le passage des heures, à la manière dont l'ombre glissait sur les troncs. Par moments, sa vision se brouillait. Elle fermait les yeux, puis les rouvrait, sans savoir si elle s'était évanouie ou simplement réfugiée dans une brume intérieure. Les battements dans sa tête devenaient plus lourds, plus sourds. Sa langue collait à son palais. Elle tenta de bouger ses doigts, de stimuler le sang dans ses mains. Elle tenta de se rappeler un protocole, une technique, n'importe quoi. Mais l'effort lui coûtait trop cher. Peu à peu, même l'idée de lutter commença à s'éroder. Un calme étrange l'envahit, celui qui précédait parfois la défaite sur le terrain. Une lassitude profonde, une acceptation qui n'était pas un choix, mais une chute. Elle sentit son esprit s'éloigner, comme si elle s'enfonçait dans une eau sombre. C'est à cet instant-là, au moment précis où elle croyait que le monde allait se dissoudre, qu'elle perçut une présence. Au début, elle pensa que c'était une hallucination, une création de son cerveau en manque d'oxygène. Une forme, vague, plus noire que l'ombre, se dessinait entre les troncs. Marin tenta de cligner des yeux,
de se forcer à distinguer. La forme avançait, et à chaque pas, elle gagnait en netteté, en poids en réalité. Quelque chose venait vers elle, silencieux, immense, et Marin, suspendu entre la conscience et l'abîme, ne pouvait pas encore savoir si c'était la fin qui s'approchait, ou, contre toute logique, le début d'un salut. La forme avançait lentement, découpée dans l'air sombre comme une ombre trop dense pour n'être qu'un jeu de lumière. Marin, suspendu la tête en bas, sentit son cœur battre plus fort, non pas par peur immédiate, mais par l'effort même de rester consciente. Le sang continuait de marteler ses tempes, et chaque pulsation brouillait un peu plus sa vision. Elle tenta de se concentrer, de fixer ce point noir entre les troncs, mais ses yeux la trahissaient, noyés de larmes involontaires et de fatigue. Elle se dit que c'était une hallucination, une image née de son esprit affamé d'air et de sens, comme celle qu'elle avait déjà connue autrefois, quand la douleur et l'épuisement dépassaient un certain seuil. Pourtant, la silhouette ne se dissipait pas. Elle gagnait en consistance, en volume. Marin distingua d'abord une masse large, puissante, puis la ligne d'une encolure arquée. Le silence était total, si bien qu'elle ne perçut aucun bruit de pas, aucun craquement de branches. Seul son propre souffle, court et irrégulier, remplissait ses oreilles. Elle cligna des yeux plusieurs fois, cherchant à chasser l'image. Lorsqu'elle rouvrit les paupières, la forme était plus proche encore. C'était un grand cheval noir, immense même, dont la présence semblait absorber la lumière autour de lui. Sa robe sombre se confondait presque avec les ombres de la forêt, mais lorsque la lumière filtrée du ciel atteignait son flanc, elle révélait une musculature puissante, façonnée par la vie sauvage et les hivers sans pitié. Sa crinière tombait en vagues épaisses le long de son encolure, et sur son épaule se dessinait une longue cicatrice pâle, ancienne, trace d'un combat passé dont Marin ne pouvait qu'imaginer la violence. Ce n'était pas un animal domestiqué. Tout en lui respirait la liberté brute, l'indépendance farouche. Marin sentit un frisson la parcourir, non de froid, mais de stupeur. Les chevaux sauvages évitaient les humains, surtout dans un état comme le sien, imprégné de sang et de sueur. Ils fuyaient au moindre signe de danger. Celui-ci ne fuyait pas. Il avançait avec une lenteur calculée, posant ses sabots avec une précision presque solennelle, comme s'il mesurait chaque pas. Lorsqu'il s'arrêta à quelques mètres d'elle, elle croisa son regard. Ses yeux étaient sombres, profonds et étrangement calmes. Il n'y avait ni panique ni agressivité dans cette prunelle large et attentive. Marin eut l'impression déconcertante d'être observé, réellement observé, non comme une proie ou une menace, mais comme une présence à part entière. Pendant un instant suspendu hors du temps, ni l'un ni l'autre ne bougea. La forêt semblait retenir son souffle, comme si elle attendait l'issue de cette rencontre improbable. La tête lui tournait, et pourtant, une clarté nouvelle s'insinuait en elle. Ce cheval était réel. Elle en était désormais certaine. Elle sentit une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, quelque chose de fragile et de dangereux à la fois. Une forme de confiance, absurde et instinctive. Elle n'essaya pas de bouger. Elle n'avait de toute façon plus la force de lutter. Le cheval inclina légèrement la tête, comme s'il évaluait la situation. Puis, à la surprise de Marin, il s'approcha encore, jusqu'à ce que son souffle chaud atteigne sa peau. Elle sentit l'odeur de l'animal, un mélange de terre, de poils et de vent. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Elle voulut parler, murmurer quelque chose, mais aucun son ne sortit de sa gorge sèche. Sans brusquerie, le cheval leva la tête vers la branche d'où pendait la corde. Marin suivit son mouvement des yeux, comprenant à peine ce qu'il faisait. Ses dents se refermèrent sur les fibres rugueuses. Il tira une première fois, et la corde gémit. Marin sentit la tension se répercuter dans sa cheville, une douleur aiguë qui lui arracha un gémissement étouffé. Elle crut un instant que l'animal allait s'arrêter, reculer, effrayé par la résistance. Mais il tira de nouveau, plus fort. Les fibres cédèrent dans un craquement sec, brutal, presque assourdissant dans le silence de la forêt. La corde rompit. Le monde bascula. Marin chuta lourdement sur le sol, son épaule et son flanc heurtant la terre avec une violence qui lui coupa le souffle. Une douleur fulgurante traversa son corps, et pendant quelques secondes, elle ne put ni inspirer ni crier. Des points lumineux explosèrent devant ses yeux, et elle eut l'impression que sa conscience allait se dissoudre. Elle resta là, recroquevillée, haletante,
tentant désespérément de remplir ses poumons d'air. Lorsque la douleur se fit un peu moins écrasante, elle réalisa que le cheval était toujours là. Il n'avait pas fui. Il se tenait à quelques pas, immobile, la regardant. Marin tenta de se redresser, mais son corps refusa d'obéir. Ses muscles tremblaient, ses membres semblaient trop lourds. Elle parvint à se hisser sur un coude, puis s'effondra de nouveau. La forêt tournait autour d'elle. Dans un geste presque réflexe, elle tendit la main. Ses doigts se refermèrent dans la crinière épaisse de l'animal. Ce simple contact lui procura un ancrage, une certitude physique qui la ramenait au présent. Le cheval ne recula pas. Au contraire, il fléchit lentement les genoux, abaissant son corps jusqu'à ce qu'elle puisse, avec un effort immense, se hisser contre lui. Marin sentit une chaleur puissante émaner de son flanc, une solidité rassurante. Elle s'agrippa comme elle le put, sans selle, sans rêne, guidée uniquement par l'instinct. Le cheval se redressa avec une force tranquille. Pendant un instant, Marin craignit de glisser, de tomber de nouveau, mais l'animal se stabilisa, ajustant son équilibre pour elle. Puis il se mit en mouvement. La nuit enveloppait la forêt lorsqu'ils partirent. Le cheval avançait avec une assurance étonnante, choisissant son chemin parmi les rochers et les racines, évitant les pentes traîtresses, franchissant les ruisseaux d'un bond sûr. Marin, à demi consciente, sentait le balancement régulier sous elle, le rythme profond de sa respiration, le battement puissant de son cœur. Elle ne savait pas combien de temps ils marchèrent ainsi. Le temps s'étirait, se contractait, n'avait plus de sens. Par moments, elle ouvrait les yeux et voyait le ciel entre les branches, constellé d'étoiles pâles. À d'autres, elle sombrait dans une torpeur où se mêlaient souvenirs et sensations. Elle pensait au visage de ceux qu'elle avait perdus autrefois, et pour la première fois, ces souvenirs ne la transperçaient pas de douleur pure. Ils étaient là, présents, mais moins écrasants, comme si quelque chose d'autre prenait enfin de la place en elle. Lorsque la lumière de l'aube commença à filtrer à travers les arbres, Marin sentit le cheval ralentir. Devant eux, la forêt s'ouvrait, laissant apparaître une clairière familière. Elle reconnut la silhouette basse de la station des Rangers, encore enveloppée de brume matinale. Une vague de soulagement la traversa, si forte qu'elle en eut presque le vertige. Le cheval s'arrêta à l'orée du terrain. Des voix s'élevèrent, d'abord lointaines, puis de plus en plus nettes. Des silhouettes humaines apparurent, courant vers eux. Marin sentit des mains se tendre, des voix l'appeler par son nom. On la soutint, on la fit glisser doucement de la croupe de l'animal. Elle voulut protester, dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Le cheval demeura immobile, digne, pendant qu'on s'occupait d'elle. Il ne bougea pas, même lorsque plusieurs rangers s'approchèrent, prudents, incrédules. Ce n'est que lorsque Marin fut enfin prise en charge, allongée sur une civière improvisée, qu'elle perçut pleinement ce qui venait de se produire. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination née de la douleur. Ce cheval l'avait sauvée, il l'avait portée à travers la nuit, jusqu'à la sécurité. Alors que ses paupières se fermaient sous l'effet de l'épuisement, une pensée claire s'imposa à elle, simple et bouleversante. Contre toute logique, contre toutes les règles qu'elle avait apprises, elle n'avait pas été seule cette fois. Et quelque part dans cette certitude nouvelle, quelque chose en elle commençait lentement à se réparer. Lorsque Marin reprit pleinement conscience, la première sensation qui l'atteignit fut celle d'un poids étrange, diffus, comme si son propre corps lui appartenait à moitié seulement. La douleur était partout, sourde, persistante, mais elle ne cria pas. Elle se contenta d'inspirer lentement, apprivoisant chaque respiration comme une victoire. Autour d'elle, des voix basses se répondaient, mesurées, professionnelles. L'odeur antiseptique se mêlait encore, dans son esprit embrumé, à celle de la forêt et du pelage chaud du cheval. Elle ouvrit les yeux et distingua le plafond familier de la station des Rangers. Elle était revenue, vivante. On lui expliqua plus tard qu'elle avait frôlé l'asphyxie et que la chute lui avait causé plusieurs contusions sérieuses, une épaule sévèrement touchée, des côtes fêlées. Rien de mortel. Elle accueillit ces mots avec une indifférence presque froide. Ce qui occupait son esprit n'était pas son propre état, mais l'animal. Dès qu'elle trouva la force de parler, sa voix rauque demanda où était le cheval. Il se trouvait dans un enclos improvisé, à l'arrière de la station. Les vétérinaires, appelés en urgence, avaient découvert sur son corps de multiples coupures, des entailles anciennes et récentes.
trace d'une nuit passée à franchir des zones où même les hommes hésitaient à s'aventurer. Malgré cela, il s'était tenu droit, immobile, refusant toute tentative de l'éloigner tant qu'il ne s'était pas assuré que Marin était hors de danger. Ceux qui l'avaient vus parlaient de lui avec un mélange de respect et d'incrédulité, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose qui dépassait leur compréhension ordinaire. Les heures passèrent, puis les jours. Marin récupérait lentement, son corps obéissant à contre-cœur. Chaque mouvement était une négociation avec la douleur, mais elle s'y soumettait sans se plaindre. Elle avait connu pire. Pourtant, quelque chose avait changé. Dans la solitude de sa chambre, entre deux visites médicales, elle repensait à la corde qui avait cédé, au souffle chaud sur sa peau, à cette présence silencieuse qui avait refusé de l'abandonner. Cette fois, lorsqu'elle replongeait dans ses souvenirs, ils ne la noyaient pas entièrement. Il semblait retenu par une digue nouvelle, fragile mais réelle. Ce fut en demandant à consulter les documents de sa mission que le fil des événements se tendit à nouveau. Les procédures exigeaient un rapport complet, une analyse détaillée. Marin parcourut les dossiers, encore affaibli mais lucide. Très vite, ce qu'elle avait pressenti avant de partir se confirma. La carte qu'on lui avait remise ne correspondait à aucune version officielle. Sa signature avait été imitée avec une précision troublante. Les accès informatiques révélaient une intrusion ciblée dans le système interne, effectuée depuis un poste bien précis, celui de Garrett Reed. La découverte ne la surprit pas autant qu'elle l'aurait cru. Elle ressentit plutôt une lassitude profonde, mêlée d'une colère froide. Les pièces s'assemblaient avec une clarté implacable. Raven Pass, le campement illégal, l'absence de renfort, la réception coupée. Tout indiquait une collaboration active avec les exploitants clandestins. Reed n'avait pas seulement fermé les yeux, il avait vendu des informations, protégé les opérations, et lorsqu'une ranger trop compétente avait risqué de faire éclater la vérité, il avait choisi de l'envoyer seule, droit dans un piège dont il espérait qu'elle ne ressortirait pas. Les autorités furent alertées discrètement. Une enquête interne fut ouverte, mais la forêt n'attend pas les procédures humaines. La nuit même où les premières mesures de sécurité furent renforcées, le danger se manifesta. Peu après minuit, alors que la station baignait dans une fausse tranquillité, des ombres se glissèrent entre les bâtiments. Les mêmes hommes, ou d'autres semblables, revinrent pour effacer les traces, pour s'assurer que la rangée suspendue à une corde n'aurait jamais l'occasion de parler. Les premiers coups de feu éclatèrent dans le silence comme des déchirures. Marin, encore loin d'être totalement remise, se leva sans réfléchir. Son corps protesta, mais son esprit était déjà ailleurs, concentré, affûté. Les réflexes acquis autrefois prirent le dessus. Elle attrapa une arme, se positionna, et lorsque les silhouettes armées surgirent dans le couloir, elle tira. La station se transforma en champ de bataille. Les balles frappèrent les murs, éclataient le bois, soulevèrent la poussière. Les cris résonnaient, mêlés aux ordres hurlés. Marin avançait malgré la douleur, porté par une détermination farouche. Elle savait que reculer n'était pas une option. Pas cette fois. Pas encore. Au milieu du chaos, une détonation plus proche fit vibrer l'air, et une partie du mur céda dans un fracas assourdissant. À travers l'ouverture, surgit une masse noire, immense, presque irréelle. Le cheval, blessé, le flanc marqué de sang, mais toujours debout. Il s'interposa entre Marin et les hommes armés, son corps formant un rempart vivant. Un tir claqua. Marin vit l'impact, vit l'animal chanceler, et quelque chose se brisa en elle. La rage la submergea. Elle se jeta en avant avec une violence qu'elle ne se connaissait plus, neutralisant l'un des assaillants, puis un autre. Garrett Reed apparut enfin, son masque tombé, son visage crispé par une peur qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Leur regard se croisa une dernière fois, et Marin sut qu'il avait compris. Compris qu'il avait échoué. Compris que la forêt qu'il croyait contrôler venait de le condamner. Il fut maîtrisé, désarmé, arrêté. Le combat s'acheva aussi brusquement qu'il avait commencé. Lorsque le silence retomba, Marin tomba à genoux près du cheval. Il gisait sur le sol, sa respiration hachée, lourde. Elle posa ses mains sur son encolure, sentit la chaleur de sa peau, la vie encore présente. Les mots lui manquaient. Elle murmura seulement pour qu'il tienne, pour qu'il ne la laisse pas maintenant.
Les vétérinaires arrivèrent en urgence, et la nuit se transforma en une longue attente ponctuée de gestes précis, de regards tendus, de prières muettes. Il survécut. L'opération dura jusqu'à l'aube, et lorsqu'on annonça que l'animal était hors de danger, Marin sentit ses forces l'abandonner. Elle pleura sans retenue, non pas de faiblesse, mais de soulagement. Elle lui donna un nom alors, un nom qui lui semblait évident. Nightwing, l'aile de la nuit, celui qui surgit de l'ombre pour veiller. L'histoire se répandit rapidement au-delà de la vallée de la Lune. Les journaux parlèrent d'un cheval sauvage ayant sauvé une rangée, puis l'ayant protégé sous le feu. Les images circulèrent, les titres se succédèrent, transformant l'événement en légende moderne. Marin se tint à l'écart de cette agitation médiatique. Pour elle, l'essentiel se trouvait dans l'enclos, dans le souffle régulier de Nightwing qui reprenait des forces jour après jour. Elle venait le voir quotidiennement. Elle s'asseyait près de lui, en silence, posant parfois une main sur son encolure. Il la reconnaissait, tournait légèrement la tête, acceptait sa présence comme une évidence. Lorsqu'il fut enfin assez fort pour être relâché, on s'attendait à ce qu'il disparaisse dans la forêt, retrouvant sa liberté sans un regard en arrière. Marin ouvrit elle-même les barrières, le cœur serré mais résolu. Il partit, galopa vers les arbres, se fondit dans la brume, et la clairière retrouva son vide. Elle resta là longtemps, immobile, convaincue que c'était ainsi que les choses devaient se terminer. 3 jours plus tard, à l'aube, une voix l'appela à la radio. Le vétérinaire, incrédule. Le cheval était revenu. Nightwing se tenait devant les grilles, calme, majestueux, comme s'il avait fait un choix. Marin s'approcha, posa sa main sur son encolure et comprit alors ce que la forêt lui offrait. Elle proposa plus tard un programme inédit, fondé sur une coopération volontaire avec les Mustangs libres, une alliance née du respect plutôt que de la contrainte. Le projet fut accepté et la vallée de la Lune changea subtilement de visage. Les matins suivants, on vit souvent Marin et Nightwing partir ensemble vers les hauteurs, silhouettes jumelles se découpant dans la lumière naissante. Elle n'était plus seule, et pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait plus l'impression de survivre. Elle vivait. Leur histoire n'avait pas de fin, car elle venait seulement de commencer. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, de nouvelles histoires passionnantes vous attendent, à ne pas manquer. Regardez les prochaines vidéos, partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Votre participation fait grandir la chaîne et nous aide à publier encore plus de contenu.